Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco! Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Section Pole. Aujourd'hui c'est le numéro 119 et on va vous parler du 9e Grand Prix de la saison 2022. Donc Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Barcelone, en Catalogne évidemment. Et c'est Stéphane qui se joint avec moi cette semaine. Salut, comment ça va? Comment tu vas Stéphane? Très bien et toi? Bah écoute, ça va bien, merci. On a eu un beau week-end de course ensoleillé, c'était pas gagné au début parce qu'il a plu un peu, mais ouais, c'était sympa. C'est vrai. On commence traditionnellement avec le gagnant du petit jeu de goodies. Donc, c'est Enigma qui avait trouvé le poleman cette semaine, qui avait trouvé Aleix Espargaro. Pour ceux qui découvrent, on lance ce petit jeu chaque week-end de course. Vous pouvez toujours retenter votre chance pour ceux qui n'ont pas trouvé cette fois. Alors, au niveau des news, j'avais pas grand-chose dans les petites catégories. On peut noter en MotoGP que c'est Marc Marquez a bien été opéré de son épaule. Pas de date de retour aujourd'hui. C'est une longue absence. Comment on dit, réhabilitation qui l'attend là. Rééducation. Oui, c'est ce qu'il avait annoncé de toute façon, qu'il partait se faire opérer. L'opération de la dernière chance, c'est que c'est pas gagné qu'on le revoit d'ici les prochains Grands Prix, parce qu'il a dit que là cette fois-ci, il allait vraiment prendre le temps de se remettre bien pour reconduire une moto. On lui souhaite tout le meilleur et puis qu'il puisse revenir tranquillement en fin de saison ou en début de saison prochaine. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. On a aussi également Jorge Martin qui se fera opérer, qui s'est fait opérer aujourd'hui, donc lundi 6 juin, de sa main. On sait que depuis quelques Grands Prix, il se plaignait d'une insensibilité du nerf de sa main qui en course faisait qu'il arrivait moins bien à freiner. A priori, l'opération s'est bien passée. On a vu des photos aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Attends de voir du coup les prochaines courses, savoir si son nerf s'est bien mis. Ouais, carrément. En plus, on n'a pas fait une mauvaise course ce week-end. Non, donc, il a pas fait une course de manchot, comme qui dirait l'autre. La grosse news qu'on attendait, qui paraît logique, c'est Fabio Quartararo qui prolonge de 2 ans avec le team Yamaha Factory. Mm-hmm. Je pense que c'est une surprise pour personne. Hein. Non, surprise pour personne. Par contre, il n'y avait plus trop de guidons de dispo, à mon avis. Et donc, c'était l'option Yamaha, je pense, la plus sérieuse, parce que, à écouter un peu droite à gauche, apparemment, il était peut-être en discussion avec Suzuki, mais bon. Voilà, l'état de Suzuki fait que je pense qu'il a dû se retourner chez Yamaha. Il a demandé des garanties à Yamaha concernant le moteur, et apparemment Yamaha va embaucher un ex-motoriste Ferrari pour essayer de faire changer un peu les choses, disons d'européaniser leur façon de faire. Et voilà, parce que leur façon de faire est trop japonaise, et le temps qu'ils prennent les décisions apparemment c'est un peu trop lent, voilà, et donc ils ont confirmé en tout cas à Fabio que voilà, côté moteur, il faisait tout pour développer le moteur, quoi, pour avoir un truc un peu plus fort l'année prochaine. Bien sûr. Après, c'est un motoriste qui a déjà travaillé avec Aprilia. On sait qu'Aprilia, il y a 2 ans, ils ont changé l'angle de jeu de leur moteur. Ils sont passés d'un V4 à 70 degrés à un V4 90 degrés comme Ducati et Honda notamment. Donc voilà, ça va être bon pour eux. Ça se trouve en plus la technologie crossplane qu'ils ont dans leur 4 cylindres en ligne, Yamaha t'arrive à ses limites, parce qu'on voit que Suzuki fait beaucoup mieux aujourd'hui. Donc à voir si c'est pas ça qu'il faut où il faut tourner la page, comme tu as dit, voire approcher les choses différemment. Des fois, ça n'a pas du mal. Et du coup, on peut peut-être juste finir sur Quartararo. Oui. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est vrai qu'on a eu des petites discussions en temps off. Mais est-ce que Yamaha a raison de tout faire pour Quartararo et pas de tout faire pour avoir 2 pilotes, faire une moto pour 2 pilotes et non pas que pour un pilote, donner les garanties peut-être à 2 pilotes plutôt qu'un? Ça serait peut-être pas mal qu'on voit le cas Marquez-Honda, où Honda a mis tous ses œufs dans le même panier. Finalement, maintenant, avec le bras en vrac de Marquez, ils se rendent compte qu'ils sont un peu à la ramasse. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même difficile aujourd'hui, vu le marché des pilotes, de trouver des gens. Moi, je pense que Rins ferait l'affaire, même s'il chute beaucoup. En tout cas, c'est vrai que Morbidelli, c'est un peu faible depuis 2 ans. Ouais.
Mais bon, il a une année de contrat encore, donc un contrat ça se casse, on le sait, mais c'est difficile à voir venir. Fini par des rumeurs, alors c'est pas trop notre genre ici, mais quand même c'est des rumeurs insistantes. Donc on a vu une photo sur les réseaux sociaux de Miguel Oliveira avec son papa qui était accompagné de Paolo Ciabatti et qui était dans le box de Gresini Racing. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup parler. Mais voilà, c'est pas impossible que Miguel Oliveira signe donc un contrat avec Ducati pour rouler chez Gresini, probablement en remplacement de Bastianini. Ouais. Et oui, je suis d'accord avec toi, d'autant que Ducati a confirmé quand même que Zarco serait quasiment à 100% chez Pramac. Je vois pas Martin remonter chez les officiels. C'est vrai que Bastianini, c'était quand même celui qui avait qui s'en sort le mieux depuis le début de l'année. Oui, je suis d'accord. En tout cas, bonne nouvelle pour Gresini, je pense, qui retrouve un pilote de haut niveau. C'est vrai. KTM, il paraît qu'il cherche à choper Miller au Rins. Je sais pas s'il gagne au change. Je dis pas que Oliveira fait des bons résultats aujourd'hui, mais en termes de talent pur, je pense que ça se vaut. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est de bons pilotes, sans être péjoratif, premier tiers de grille. Et je pense que les deux, oui, ils se valent à peu près. Donc maintenant, je pense que Miller, il va un peu galérer avec la KTM par rapport à la Ducati. Si la rumeur se confirme. C'est pas impossible. Il risque de manger un peu son pain noir, Miller. Bon, sauf s'il est, il est un peu rompu l'exercice de KTM qui est bon. Voilà, on sait qu'ils sont cash quoi les Autrichiens. On passe aux courses. Allez, on passe aux courses. Allez, Moto 3. Donc en Q1, c'est Ogden, Toba Rossi et Yamanaka qui passent en Q2. En Q2, la pole est pour Foggia, suivi de Honshu et Guevara. Felon signe un excellent temps et partira 4e de la grille. Yamanaka et Rossi font 5-6. En course, c'est Foggia qui tient sa place devant Guevara et Rossi, suivi par Garcia et Honshu. Felon perd 4 positions dans ce premier tour. Ça se bagarre fort. Et après 3 tours, Foggia est toujours en tête devant Guevara, Suzuki, Garcia, Honshu, Rossi, Yamanaka, Salvador, McPhee et Olgado. Ça fait du monde. Foggia va alors casser sa chaîne et doit abandonner là. Suzuki prend la tête devant Honshu, Garcia, Guevara, Salvador et ils vont animer la fin de course jusqu'au bout. On va avoir une grosse chute collective de Salvador, Yamanaka et Olgado assez impressionnante parce que Salvador se fait rouler dessus. On a un long lap pour Mignot qui va rater d'ailleurs l'entrée de ce long lap et également un long lap pour Felon aussi mais qui est déjà hors des points. Guevara va creuser l'écart et se mettre à l'abri. Le reste du podium se jouera donc entre Garcia, Munoz, Suzuki et Honshu. Guevara s'impose devant Munoz et Suzuki. Garcia finit 4, Honshu 5, Tate 6 et Felon 20e. Au classement du championnat, donc on a Garcia en tête du classement avec 150 points. Son coéquipier et vainqueur du jour Guevara 134 points et Massia 103 points. Felon 26e avec 5 points. Le gros point du jour, donc c'est Guevara et Sergio Garcia. Je trouve que depuis le début de l'année, et on l'a encore vu en course aujourd'hui, ils dominent la catégorie. En course, ils sont toujours dans le bon paquet. C'est ça. On a vu qu'ils ont fait quand même une belle course encore. D'ailleurs, meilleur que les KTM officiels, c'est ça qui est impressionnant. Par exemple, Jomé Massia, il est toujours un peu en retrait par rapport à eux deux, alors qu'il est expérimenté également et qu'il a normalement la même moto qu'eux, voire mieux, parce qu'il fait partie du team officiel. Comme Honshu, j'allais te dire, c'est pareil, il est aussi... Oui. Il est pas là depuis cette année et c'est vrai que tu l'attendrais peut-être un peu plus devant. Oui, mais Honshu, il a jamais réussi à concrétiser cette fameuse victoire, tu sais, alors que Massia, ça a été longtemps un favori déjà l'année dernière, encore cette année. Voilà. Le deuxième point que j'ai noté, donc c'est David Munoz. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est sa deuxième course parce il était trop jeune pour débuter la saison avec son team, donc il avait été remplacé en début de saison. Donc la deuxième course pour lui. Et podium, deuxième place, quoi. Non mais il fait une très très belle course. Si je dis pas de bêtises, il part un peu de loin pour finir sur le podium. Donc non, il est à suivre ce petit jeune de 22 saisons. Mais il a à la fois la vitesse, mais aussi la bonne agressivité, pas la mauvaise agressivité à la Darren Binder, mais il met ce qu'il faut dans cette catégorie. On sait qu'il faut jouer des coudes parfois pour s'imposer. Et c'est ce qu'il a fait dans les derniers virages pour
pour passer devant Suzuki et Garcia. Hein. Il a donné des coups de carénage et puis c'est passé, quoi. C'est tout le charme de la moto, je crois. La poisse pour Denis Foggia qui avait la vitesse. Bon, déjà, sa Honda a une belle vitesse de pointe, mais qui jouait la course devant et puis qui casse, quoi. Oui, je suis d'accord. Il a pas eu de chance avec pour le cassage de chaîne. En fait, tu le vois tirer toi, tu demandes ce qui se passe. Et bon, tu comprends que il est au ralenti, que la chaîne a cassé. Dommage pour lui parce qu'il était premier. Enfin, bon, même si ça veut rien dire, mais il était quand même en tête de course. Voilà. On aurait aimé le voir plus loin, voir ce que ça redonnait sur les derniers virages. Ouais, bien sûr. Surtout qu'on a vu que son coéquipier, il a joué le podium, donc c'est sûr qu'il aurait pu, pareil, faire partie du groupe de tête, quoi. C'est ça. Et après, on n'a pas noté, mais bon, dernier point, moi, c'est Felon, encore une fois. Il est bien placé au départ, et puis tout ça pour finir 20, quand tu vois toutes les chutes qu'il y a eu devant, c'est un peu décevant, quoi. Oui, c'est plus que décevant. Après, on a vu que Felon, il se montrait de plus en plus aux essais et en qualif, mais en course, il a encore beaucoup de mal à trouver son rythme. Je pense qu'il manque d'agressivité et qu'il se fait manger par le reste du plateau. Faut qu'il soit plus incisif. Être bon sur un tour, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut être bon sur 20 tours et puis avec des adversaires. Parce qu'être champion juste de la qualif, ça demande que tu es rapide, mais il faut être rapide quand il y a la meute. Être rapide tout seul, voilà. C'est ça. Moi, je pense que on pouvait attendre avec sa 4e position au moins top 10. Effectivement, ouais. C'est compliqué. Et puis, chaque course, il se prend un long lap parce qu'il dépasse les minutes de la piste. Ça, c'est pareil, il faut qu'il soit vigilant, quoi. Moi, je pensais qu'il allait faire un top 8, c'est peut-être son week-end, mais non, finalement, il a, c'est top 20. Toujours pas. On verra aux Sachsenring. C'est ça. Olivier nous a laissé une petite remarque dans le conducteur. Donc, pour lui, il est assez dégoûté, pour Denis Sanchou, qui tenait encore une fois le bon bout. Et, il trouve Munoz incroyable, comme on l'a déjà cité. Donc, pour lui, ça compense un peu. Mais c'est vrai que Monchou, il n'y arrive toujours pas à concrétiser ce podium ou cette victoire. Et il a la bonne vitesse et tout, mais il lui manque le petit déclic. Allez, le petit déclic pour faire la différence dans les derniers tours, quoi. Voilà, je pense qu'on a parlé de tout le monde. On va passer à la Moto 2. C'est parti. Alors, en Q1, c'est Lopez, Vietti, Arbolino et Navarro qui passent. En Q2, Vietti fait la pole devant Canet, Roberts, Dixon, Arenas et Sam Lowe's. En course, c'est Jack Dixon qui va prendre la tête au premier virage, mais c'est Joe Roberts qui reprend rapidement les commandes et semble déjà creuser l'écart. Derrière lui, on a alors Canet, puis Dixon, Arenas, Vietti et Fernandez, mais ils ne peuvent pas suivre. Il va rester 12 tours quand Joe Roberts va chuter tout seul, ce qui va relancer la course pour la victoire. Ça se bagarre bien devant, alors que Sam Lowe chute et que Arenas abandonne. J'ai pas fait beaucoup de commentaires, mais ça s'est bagarré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier virage entre ce groupe de 4, et c'est Vietti qui va gagner devant Canet et Fernandez. Dixon finit 4, Schroeter 5 et Acosta 6. Au championnat, donc, Vietti est toujours premier avec 133 points. Ogura, 117 points. Donc, il a fait une course solide, mais il finit 7. Et troisième, Canet avec 109 points. Donc, c'est mon premier commentaire de la bagarre jusqu'à la fin en Moto 2. Ça change. Ça change et c'était bien pour une fois, quoi. Non, mais je suis d'accord. C'est une course, limite plus intéressante que sans faire le spoil que la Moto 2. Ouais, non, mais carrément. Pardon, à mon sens. Presque, mais heureusement que Joe Roberts est tombé parce que sinon, c'était pas gagné. Non, c'est sûr. On a Vietti qui confirme son excellent début de saison avec Canet. Les deux, ils sont toujours dans le bon coup et Vietti, il est vraiment solide. Il fait la pole, il fait la victoire alors que au début, il perd un peu de terrain quand même. Donc, faut être solide pour aller chercher ça. Après, ça se joue en plus d'un 8 centièmes. Donc, ça, c'était vraiment roue dans roue, mais c'est vrai que c'était joli. C'était joli. Et puis Canet, toujours impressionnant. Il est présent. Là, il commence de plus en plus à gratter des points. Je pense qu'Ogura, il a chaud aux fesses derrière. Alors, c'est vrai que Vietti, en plus, vu la team dans laquelle il est, c'est vrai que c'est bon résultat. Après, s'il continue, ça pourrait peut-être le monter chez la VR46, peut-être en MotoGP, peut-être qu'il dans un coin de la tête, il a ça aussi. Bien sûr, après c'est compliqué puisqu'il y a 2 motos qui aujourd'hui sont retirées de la grille l'année prochaine. Donc on passe de 24 à 22 motos. Ça va être difficile de caser des rookies. Il y en aura peut-être 1 ou 2, mais pas beaucoup. Bien sûr. Dans la catégorie. Donc à voir où, parce que
Chez VR46, il n'y a pas de place, sauf s'il y en a un qui rebascule chez Aprilia RNF, quoi. Je pense que de toute façon, Marini, comme c'est le frangin, il va rester. Et t'as que Dylan Antonio, c'est Bezecchi, pardon, qui préfère le jeu des chaises musicales. Dernier point que j'ai noté, c'est la chute de Love, donc c'est son 6e DNF cette saison en 9 courses. C'est beaucoup trop. Tout n'était pas de sa faute. Mais ouais, c'est beaucoup trop. Après, même si c'est pas ta faute, des fois, dans les teams, quand t'es entre parenthèses chat noir, ça pèse un peu aussi sur les épaules. Oui, mais après, chez Marc Guedes, il est quand même protégé. Je crois que sa femme, elle a un lien avec Marc Guedes qui est fort. Enfin, en gros, a priori, sa place est pas en danger. C'est histoire de famille. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Non, et puis, après, j'ai noté c'est vrai qu'Acosta, il fait une belle course, la semaine dernière, et bon, là, il finit encore 6e, c'est pas mal aussi pour un rookie. Ah ouais, je suis d'accord, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le conducteur, t'as raison. Acosta, course très solide, après son excellente course la semaine dernière. Ouais. Il montre que voilà, quand il peut pas aller chercher la victoire, il commence à faire comme en Moto3, il commence à engranger des points. Ouais, c'est ce que je te dis, il fait une course intelligente, c'est-à-dire que quand il peut pas aller comme en Moto3, il se dit vaut mieux finir dans les points que pas finir du tout. Et exactement. C'est bien, je trouve que tu vois, c'est avec ce genre de course que tu peux être champion du monde. Alors, peut-être pas lui, mais enfin pas cette année, mais peut-être. Voilà. Mais en tout cas, il sait gérer une course, et ça, je trouve que c'est bien de montrer ce genre de choses, que toujours bourriner et puis chuter comme tu peux le voir dans cette catégorie, dans d'autres catégories, tellement tu veux impressionner ton patron que tu finis au tape. Ouais, écoute, je te rejoins totalement, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Autre chose sur le Moto2 ? Non. Je t'en prie. Et toi ? Écoute, on passe à la catégorie. On passe à la MotoGP. Allez, c'est parti. Yes. Alors, en Q1 vont sortir Viñales et Nakagami. Alors, en Q2, donc, Paul pour aller chez Spargaro, devant Bagnaia. Fabio complète la première ligne. Johan Zarco, quant à lui, va s'élancer de la 4e place. La course. Alors, Fabio Quartararo va réaliser le all shot. Der Nakagami va faire un gros strike puisqu'il perd l'avant de sa moto dans le premier virage et il va emporter avec lui Bagnaia et Rins. Il faut voir que Nakagami va accrocher Bagnaia avec son casque et sa moto va percuter la Suzuki de Rins qui va partir en vol plané pour se casser le poignet en fait. Voilà, donc pauvre Rins pour le coup, et pauvre Bagnaia qui risque de perdre beaucoup au championnat. Devant, Fabio Quartararo va garder la tête de la course devant Aleix Espargaro et les deux Pramac de Martins et Johan Zarco. Au fur et à mesure de la course, Fabio va imposer son rythme. On va vite comprendre qu'il va être dur à aller chercher. Derrière, Johan Zarco, par contre, lui va réaliser dans un premier temps une course en solitaire à la 4e place. Va s'en suivre une série de chutes avec Stéphane Bradl, Bezecchi et Enea Bastianini qui va tomber au 8e tour. Et Didier Antonio, pareil, va chuter dans le même tour que son coéquipier. Donc Johan Zarco, au fur et à mesure des tours, va rattraper le groupe Espargaro-Martins, mais n'arrivera pas à trouver la solution pour passer ces deux furieux. Alors voilà. Après, il va plus se passer grand-chose jusqu'au dernier tour pour nous. Mais oui. Pourquoi je dis pour nous ? Parce qu'en fait, Aleix Espargaro va se tromper et lui va passer, va franchir la ligne d'arrivée pensant que c'est la fin de la course. Or, il rentre dans son dernier tour. Alors, on va voir le pilote décélérer et faire coucou à la foule. Donc, il va perdre sa 2e place. Il va se faire passer par les deux Pramac. Et quand il s'aperçoit de son erreur, il est trop tard puisqu'il va reprendre la piste à la 5e place. Dommage pour lui. Et du coup, c'est Fabio Quartararo qui va s'imposer avec plus de 6 secondes d'avance sur Jorge Martin. Et Johan Zarco, lui, va reprendre la 3e place et complétera le podium. Au classement général, Fabio Quartararo pointe toujours en tête avec 147 points, devant Aleix Espargaro qui a lui 125 points, et Enea Bastianini, compte 94 points, donc il est 3e. Et Johan Zarco, lui, est 4e avec 91 points. Alors moi, j'ai envie de dire quelle course de Fabio qui a pris de suite le lead et qui a plus jamais lâché la tête de la course jusqu'à compter. Voilà, il finit s'impose avec plus de 6 secondes d'avance sur Martin et Johan Zarco. Donc finalement, avec sa vieille bécane, il s'en sort pas si mal. Il a réussi
corriger un peu le tir à lui tout seul et voilà, finalement cette Yamaha elle est quand même pas hyper mauvaise quand elle le veut, quoi. Ouais, bah écoute, je te rejoins déjà, je suis d'accord pour te dire que Quartararo, il a fait une course incroyable. Il les a écrasés tous et voilà, 6 secondes d'avance quand on sait qu'on ces dernières années, on a les top 10 et les top 15 les plus resserrés du championnat. Avec parfois que 10 secondes entre le premier et le dixième, le 6 secondes entre le premier et le deuxième, c'est juste énorme. Donc faut saluer cette prestation et il le doit qu'à lui-même. Concernant sa moto, moi, de mon avis, hein, après je détiens pas la vérité, je trouve qu'il a une alchimie très particulière avec cette moto qui fait que il arrive parfaitement à la mener comme il faudrait l'amener, comme un Marc Marquez avec la Honda pendant les grandes années où il gagne tous ses titres, et comme un Stoner avec la Ducati à l'époque, c'est pareil, c'est-à-dire que la moto en soi, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle n'est pas compatible avec d'autres pilotes. Et lui, Quartararo s'est alchimé avec cette moto. La moto en soi, c'est pas une moto qui perd 30 secondes au tour, donc on peut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais voilà, il faut s'appeler Quartararo ou avoir son style de pilotage pour pouvoir l'emmener comme il faut et gagner des grands prix avec cette classe et cette où il va écraser la concurrence, quoi. Donc tant mieux pour lui, hein, s'il l'emmène comme ça, et il faut que ça continue, et en tout cas, il est sur une trajectoire d'être champion du monde encore cette année. Je touche du bois pour lui, hein. Là, j'en touche. Mais clairement, au vu du classement au championnat et de ce type de course qu'il arrive à nous sortir quand même régulièrement, c'est impressionnant. Alors ouais, je te rejoins juste sur 2 points. Alors je vais juste rebondir sur ton deuxième point. C'est oui, il est en tête, oui, c'est bien parti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve que derrière, il y a 3 pilotes en fait qui se dégagent. Hein. C'est Aleix Espargaro, bon, même si Bagnaia est un peu là, mais il y a Bagnaia et Bastianini. Mais moi, je trouve que ce qui le sauve, c'est que ce soit les 3, on va dire, dans le même panier, c'est que soit ça chute, soit ça finit loin. Et finalement, les 3, ils se prennent des points les uns les autres. Et finalement, c'est ce qui sauve Quartararo, c'est que les 3... ils sont pas hyper réguliers, donc finalement derrière il a de la chance que c'est un peu à toi à moi et personne n'arrive vraiment à recoller à la tête du championnat. Oui, je te rejoins. En fait, on peut en parler. On va en parler maintenant. Le point championnat, c'est que en fait les concurrents à part Aleix Espargaro sont pas assez réguliers derrière. On voit que le plus régulier, moi si je prends le début de l'année, c'est Zarco, qui est 4e à 91 points, donc presque à plus de 2 victoires de Quartararo. Et celui qui a le plus de victoires en course, c'est Bastianini, qui est pareil, qui a 94 points, qui a plus de 2 victoires de Quartararo. Donc, je sais pas s'il se mange des points. En tout cas, on a l'un des plus réguliers qui est à 50 points et celui qui gagne le plus de courses qui est aussi à 50 points. Donc, c'est compliqué. Le seul candidat au vu de la course d'aujourd'hui au titre qui puisse concurrencer Quartararo, c'est Aleix Espargaro aujourd'hui. C'est ça. En fait, c'est ça, parce que Bagnaia, c'est vrai qu'on en a pas parlé, il est 5e au classement général. Il a 81 points, donc ça fait 66 points d'écart. C'est beaucoup. Là, beaucoup. Ça commence à être beaucoup quand même. Hein. Et finalement, je suis d'accord, c'est que pour moi, c'est l'Aprilia, la deuxième force du plateau, hein, avec Aleix Espargaro, parce qu'il suffit que demain, Quartararo chute ou il l'a plus, on sait qu'il est pas hyper à l'aise, il se passe quelque chose. Aleix, s'il finit son dernier tour dans le dernier tour, il peut passer devant, quoi. Ça, et puis ça joue à rien. Il suffit qu'il y ait une chute de Quartararo, tu perds 25 points, voilà. Après, c'est la force des deux là qui sont devant, c'est qu'à la fois ils ont engrangé soit au moins une victoire et beaucoup de podiums tous les deux, et en plus de ça, c'est qu'ils sont réguliers tout le temps. Vraiment, Bagnaia, on peut. Alors il y a Rins qui a attaqué Nakagami, c'est un fait qui a juste en course, mais qui disait il a fait perdre le titre à Bagnaia. Je suis désolé, mais c'est pas Nakagami qui fait perdre le titre à Bagnaia. Bagnaia, il l'a perdu tout seul. Il y a des courses où il était nul, et il y a des courses où comme au Qatar où il est tombé tout seul. Oui, il y a des courses où il a pris avec lui d'autres Ducati, donc c'est un fait de course. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut embarquer quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup de pilotes. Au Qatar. Au Qatar, il tombe tout seul, il embarque Martin, et au Mans, il tombe tout seul parce qu'il se déconcentre suite à dépassement de Bastianini. Donc déjà, ça fait
Ça fait deux chutes pour lui, deux chutes pour lui sur 3, donc c'est pas la faute à Nakagami, ça je suis d'accord avec toi, Pierre. Donc voilà. C'est un mauvais procès qu'on intente aux pilotes japonais. Ouais, non, je pense que Rins était très en colère parce qu'en plus il s'était embrouillé au Mugello déjà avec Nakagami, où il avait chuté à la fin de course, Rins, suite à un accrochage avec Nakagami. Donc ça fait 2 fois en 2 courses et je pense qu'il en avait gros sur le cœur. Je suis d'accord, mais après c'est toujours pareil, Rins il peut critiquer Nakagami, mais combien de fois Rins est tombé tout seul, donc au moment c'est pareil. Oui. Il a rien à dire. Non, je suis entièrement d'accord. Il a rien à dire. Ce qui est dommage, c'est qu'il se blesse et que c'est le seul à blesser dans l'action. Oui, ça par contre. Du coup, ça va un peu encore. Le poignet, c'est une blessure assez relou. On l'a vu l'année dernière, hein. C'était l'année dernière où il tombe à vélo, justement en Catalogne et il se casse le poignet. C'est ça, aussi. il est revenu au bout de 2 courses, si je dis pas de bêtises, il a mis un petit moment à revenir. Donc. Ouais. À voir. On passe au point suivant sur l'autre français. Alors je voulais juste revenir sur un tout petit point que tu mentionnais, vas-y. C'est sur la moto à Fabio. Pour moi, c'est une bonne moto puisque bon, c'est la même moto que l'année dernière. Et on sait que l'année dernière, à 3 élèves près, c'est la même moto et on sait que l'année dernière, grâce à cette moto, il a été champion du monde et je trouve que c'est vrai que c'est un des seuls en fait à, comme tu le disais, comme Marquez, à se contenter du matériel qu'il a et puis à tirer le meilleur parti de sa monture. Ouais, et je pense qu'effectivement quand il avait fait cette annonce en disant en début d'année où après 2-3 après les essais et tout, où il disait qu'il n'était pas satisfait du package de sa moto, et après dès le premier Grand Prix, il a dit OK, c'est bon, là j'arrête de me plaindre et maintenant je bosse avec ce que j'ai parce que j'aurais pas autre chose. C'est ça. Et ça, c'est carrément... Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'était exactement, je pense, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Parce que de toute façon, toi, tu vas passer la saison à te plaindre et tu n'y arriveras pas. Ou soit tu bosses et tu essaies d'adapter ton pilotage aux caractéristiques de la moto pour en tirer le plus possible. Quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, ça paye. C'est ça. Et ce que n'arrive pas à faire, du coup, les 3 autres pilotes Yamaha. Oui. Après, on n'entend pas trop... J'entends pas trop Morbidelli se plaindre. J'entends pas trop Darren Binder se plaindre parce que, de toute façon, il a beaucoup de choses à apprendre. Et j'entends beaucoup d'Ovizioso se plaindre. Et d'ailleurs, il a fait une course... on pourra revenir dessus, c'était n'importe quoi. Il a couru ce week-end Non, mais voilà. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. On pourra revenir dessus après, mais... Il s'est arrêté, il est rentré dans les stands de vie et son team dit qu'il n'y avait aucun problème technique sur la moto. Donc, bon, au moins il a pas fait de rupture. C'est déjà ça par rapport à d'autres. ça coûte trop cher. Les motos elles coûtent trop cher. Oui. Tu voulais passer du coup à Johan Zarco? Oui, Zarco, j'en ai un peu parlé. L'avantage c'est qu'il a la régularité au championnat. C'est ça. Et du coup, il est 4e à 3 points de la 3e place. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il prend assez de risques pour faire mieux? C'est toi qui poses la question. C'est ça. Et d'ailleurs, je te coupe, c'est même lui qui l'a dit. Il a dit que pour passer le cap, de la victoire, il disait que il a eu encore ce week-end lors des qualifs qu'il avait pas, entre parenthèses, osé, prendre le risque pour faire un peu plus au risque de tomber en fait. Donc finalement, quand il dit ça, est-ce qu'au fond, Zarco il prend entre parenthèses tous les risques pour gagner des courses? Ou est-ce que dans sa tête, il dit, tant pis, vaut mieux finir 4 sur les 2 roues que tenter de finir premier, mais risquer la chute. Donc, moi, je te rejoins. Pour moi, Zarco, et je l'ai déjà dit parce que j'ai fait une petite intervention chez nos amis de la boîte à clapper hier. Je pense que Zarco ne prend pas assez de risques. Je pense que l'accident qu'il a eu avec Morbidelli à Spielberg il y a 2 ans maintenant, c'est ça. Ou 3 ans, ouais, 2 ou 3. lui a vraiment mis un coup sur le crâne, dans le sens où il s'est fait vraiment incendier par la majorité du plateau moto, alors que c'était grosso modo un fait de course. Il n'y avait pas d'intentionnalité, en tout cas. C'était peut-être dangereux, mais pour moi, il n'y avait pas d'intentionnalité, donc il n'avait pas pris un risque inconsidéré. Et depuis, je trouve qu'il est beaucoup plus timoré, alors que Zarco, ça a toujours été un pilote agressif. Je me souviens, la première saison, Alessis Spargaro, il n'était pas de se plaindre. Même Rossi avait fait une remarque en disant « Oh là là, il va se calmer, lui ».
parce que voilà, ils n'hésitaient pas à aller au contact. Mais là, cette année, vraiment, on le sent encore plus. Je l'ai vu. Alors, sauf qu'il arrive à dépasser des pilotes qui roulent beaucoup moins vite que lui. Mais dès que c'est des pilotes qui sont à son niveau et qui, du coup, il aurait un peu de mal à dépasser, même si ce serait envisageable, et ben, il va pas aller mettre une roue devant pour dire attends, pousse-toi, c'est moi qui me mets là, ou etc. Ouais, c'est vrai. On le voit au freinage aussi, où tu vois, au freinage, il freine un peu moins fort que les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il va rentrer un peu moins vite dans les virages. Exactement. Et tu le vois comme il récupère Martin Espargaro pendant la course, et après, au moment, il leur colle au basque, il n'arrivera jamais à les passer. C'est ça. Effectivement, au freinage, il perd beaucoup. Après, à la réaccèle, il réaccélère bien. Sur les parties sinueuses, c'est pareil, il est pas mauvais, mais il perd beaucoup trop, beaucoup au freinage, quoi. Donc, c'est trop rédhibitoire à ce niveau où chaque action sur la moto compte. Faut vraiment aller à la limite partout que il pourra pas s'en sortir, quoi. Je suis d'accord. Ou sinon, il restera toujours dans 4, 5e à chaque course, quoi. C'est dommage. Ça suffit pour faire une bonne saison, ça suffit pour être éventuellement meilleur pilote indépendant, même là si c'est Bastianini, mais s'il continue comme ça, Bastianini, soit il va se blesser, soit il va perdre le fil aussi, parce que psychologiquement c'est dur de pas finir ses courses. Donc oui, il va peut-être finir meilleur pilote indépendant, faire un top 4, top 5 mondial, et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais bon, vu son âge, voilà, il va faire encore une saison chez Pramac, mais après, peut-être qu'ils diront, on va peut-être mettre un jeune pilote qui pousse derrière. J'aimerais bien le voir signer pour 2 ans. Après, vont-ils le signer pour 2 ans? Ouais. Après, c'est pas simple, quoi. Donc à voir. Non, avoir les annonces sur la date, la durée du contrat avec Ducati pour Zarco. Ouais, exactement, ouais. Effectivement, on peut parler d'Aleix Espargaro. Tu l'as noté dans ce sens-là, c'est assez dur parce qu'il fait quand même une superbe course. Mais dans les faits, factuellement, tu as raison. Gag Espargaro qui perd aussi des gros points. Il repart avec moins 22 comparé au championnat par rapport à Quartararo, alors qu'il pouvait terminer seulement à moins 13 au championnat s'il avait fini 2e, ce qu'il était parti pour faire. Donc ouais, alors il réussit à doubler Marini sur la fin. Vous voyez, j'avais peur qu'il fasse une connerie, honnêtement. Non, mais c'est tellement gros. Enfin, tu vois le mec lever les bras, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il salue le public. Et puis tu vois les gens qui continuent. Et tu te dis mais c'est pas possible. Et tu vois les gens dans son stand qui sont tous atterrés. Et quand il comprend, alors d'un coup, la moto elle se remet à partir. Et là tu fais non, il a vraiment pensé que c'était le drapeau à damier, quoi. Mais quand t'es tu vois moi pas. Au début, j'ai cru au début que vu qu'il tape sur son réservoir, c'est sa première action. Oui, c'est vrai. En fait, après coup, on comprend qu'il est pas content d'avoir fait que 2e dans sa tête. Mais en fait, au début, je me dis il y a un problème mécanique, ou il a plus d'essence, ou je ne sais quoi. Après, il commence à lever les bras, à saluer le public. Je me dis il se dit quand même qu'il a fait une belle course. Il rationalise. Bon, c'est étonnant, mais il salue le public parce que de toute façon, il sait qu'il est fini. Puis après, il voit passer Zarco qui continue à fond. Il voit passer Mir, il voit passer Marini, et là il se dit attends, les mecs ils continuent, donc il se remet en course, quoi. Mais ouais, vraiment vraiment hallucinant de voir ça. Après voilà, c'est vrai que sur le coup j'ai rigolé parce que c'était vraiment un gag, mais après coup c'est vrai que ça fait quand même mal au cœur parce qu'il a vraiment pris la chose. C'était vraiment quelque chose qui a été douloureux pour lui visiblement. Ah, parce qu'il pleurait à la fin. Ouais, et longtemps. Donc, après son Grand Prix, Espargaro à Barcelone. Ouais, je pense que forcément c'est son Grand Prix. Il a toujours très bien couru ici. Souvent, alors que l'Aprilia marchait mal, il faisait top 5 ou voire 6e. Là, il fait la pole. Il est quasiment sûr de finir 2e ou en tout cas podium si Martin le redouble. C'est juste que Quartararo t'es sur notre planète, mais bon, c'est sûr, il fera mieux l'année prochaine. Hein. En tout cas, il peut pas faire pire en termes de gag. Et il refera plus jamais l'erreur, je pense. Non, moi non plus, je m'en vois. Voilà, bon, enfin, en tout cas, c'était quand même l'instant humour du Grand Prix. Week-end compliqué pour les Ducati officiels. Oui, encore une fois, je sais pas ce que t'en penses, mais encore une fois, elles sont pas là. Alors, elles sont pas là, pour Bagnaia, malheureusement, à cause de la chute. Dans laquelle il était impliqué. Et puis Miller, par contre, qui lui finit
très 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 loin puisqu'il finit aux alentours de la 15e place. Donc voilà, c'est pas un bon week-end encore pour eux. Je te rejoins, Bagnaia, c'est pas sa faute, mais de toute façon, on peut facilement dire plein de choses. Hein. Si c'était mieux qualifié ou s'il avait fait un meilleur départ, il se serait pas pris le casque de Nakagami dans la roue. Ça. Bon, voilà, j'exagère, je tire grosso modo au trait, mais bon, il était qualifié correctement, il pouvait faire mieux, etc. Maintenant, Miller, c'est incompréhensible, ça fait 2 GP qui met pas une roue devant l'autre. Je pense que le fait qu'il ait compris qu'il serait pas renouvelé chez Ducati, voire qu'il serait pas du tout chez aucun team Ducati l'année prochaine, ça doit le travailler. Bien sûr que on jette pas la pierre. Maintenant, il faut qu'il remette le cerveau dans le bon sens et qu'il aille se battre pour aller chercher des victoires d'ici la fin de l'année. C'est quand même parce que je suis pas sûr que chez KTM il puisse aller en chercher beaucoup. Non, mais je suis d'accord avec toi pour Miller. En tout cas, moi, je pense que depuis qu'il sait Ducati avait dit que il serait reconduit s'il gagnait les 2 prochaines courses, donc à savoir cette course-là de Barcelone et le week-end précédent. Bon, les 2 courses, Miller, il a pas été très bon. Donc, du coup, c'est sûr que là, il sait que c'est fini pour lui. Donc, forcément, je pense que ça doit le travailler. Et les résultats, s'en ressentent beaucoup. Mais par contre, faut qu'il fasse attention carrément. Parce que chez KTM, ils diront pas à la fin de l'année on te reconduit pas. Si eux, c'est, tu fais plus, tu dégages, quoi. Tu dégages de suite. Ah ouais, non, mais eux, voilà. C'est terrible. Eux, donc je pense que même pour... Ils sont capables de te faire un switch comme Red Bull en Formule 1, un switch en courte saison, tu passes en team B et on prend quelqu'un du team B pour passer en team A. Son KTM, c'est comme c'est Red Bull. Ça serait du jamais vu en MotoGP, mais ça serait envisageable, ouais. Ah oui, on connaît l'esprit Red Bull, donc c'est sûr que si tu performes pas, on n'attendra pas la fin de l'année pour mettre quelqu'un à ta place. Donc Miller, il devrait quand même, je pense... rebaisser la visière et se dire allez, on se crache dans les mains, on retrouve du rythme parce que même pour lui je pense que c'est un peu sportif, donc tu vois, reprendre de la confiance pour l'année prochaine. Je trouve que c'est vachement important, surtout dans la moto surtout dans le team dans lequel il va aller si vraiment il signe chez KTM. Ouais, bien sûr, mais on l'a vu d'ailleurs, on a un exemple assez similaire, on a quand même Petrucci qui a fait une fin de saison chez Ducati qui était assez mauvaise, qui a pas digéré le fait de quitter cette équipe qui lui avait apporté, pour un Italien, c'est Ducati, ça représente beaucoup de choses, plus les 2 victoires qu'il a eu en Grand Prix, et le fait qu'il soit pas renouvelé, en plus que Dovizioso soit pas non plus gardé, c'était compliqué pour lui. Il passe chez Tech 3 sur une KTM qu'il n'arrive pas à maîtriser et c'est la fin, quoi. Il part faire autre chose ensuite, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai pas noté là, mais c'est vrai que j'ai pas noté de choses. Je trouve que Binder et Oliveira font une course honnête, honnêtement. Ils sont tous les 2 dans le top 10. Et première Honda, c'est Alex Marquez qui finit 10e. Ouais, bon après voilà, on sait où sont les Honda, quoi. Ils sont pas très loin. Mais moi ce qui m'a marqué quand on reprend ce top 10, c'est qu'il y a 8 motos européennes dans ce top 10 et 2 motos japonaises seulement, donc une Yamaha qui a gagné la course et la Honda qui est top 10, quoi. Donc quand on a pris au cours de la dernière décennie MotoGP, ou encore avant, c'est encore plus flagrant, il y avait aucune moto européenne capable de rivaliser sur le plateau. C'est vrai. Et aujourd'hui, voilà, il y a les Ducati, les Aprilia et les KTM, quand ils sont dans un bon jour, sont largement capables de mettre des Japonaises à l'amende et c'est assez impressionnant. Ah non, pardon, j'ai oublié Mir qui finit aussi dans ce top 10. Mais bon, c'est une sur 10, donc c'est pas... Ouais. Non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est quand même un championnat, et puis c'est quand même un championnat qui est beaucoup trusté finalement maintenant par les Italiennes. Oui, en plus. Ducati, Aprilia, avec il n'y a que comme européenne. On aimerait bien voir une autre marque européenne comme BMW. Ils auraient, pour moi, l'assise financière suffisante pour financer un team en MotoGP. Maintenant, ça les intéresse pas. Ça reste ils vendent quand même des motos par palette entière. Alors peut-être pas les sportives, mais quand même. Ouais. Mais après, ils sont présents dans beaucoup d'autres championnats, donc je pense qu'ils doivent s'y retrouver de pas courir en MotoGP. Ils sont quand même en endurance, en mondial superbike, dans les championnats nationaux SBK. Donc je pense que ça doit leur convenir très bien. Eh ben, écoute, on peut passer à la suite parce que il paraît qu'il y avait de l'endurance ce week-end. Ouais, il y avait de l'endurance ce week-end, les 24 heures de Spa.
Alors c'est l'équipage numéro 37 sur la BMW, composé de Markus Reitenberger, Lia Michalczyk et le français Jérémy Gordonnet, désolé pour mon accent, qui ont remporté cette course, et ils devancent de cette tour la Kawasaki du Tati Team, composé d'Alan Techer, Grégory Leblanc et Louis Carbel, et ils ont 8 tours d'avance, donc BMW sur la Honda FCC TSR, pilotée par Gino Rea, Josh Hook et le français Mike Dimeglio. La Suzuki du CERT, donc qui est une moto champion du monde en endurance, favorite cette année en même temps, qui est composée des Français Greg Black, Sylvain Guintoli et de Xavier Séméon, ont longtemps mené la course, mais durant la nuit, ils ont été trahis par leur embrayage, et Greg Black a chuté le dimanche matin. Et voilà, ouais. Donc c'est finalement la Honda FCC TSR donc, qui franchira la ligne d'arrivée à la 3e place. Cependant, au classement général, c'est toujours la Suzuki du CERT qui est en tête avec 106 points devant la Honda du FCC TSR avec 91 points et le Yacht ont 76 points. Le Tati Team ont 75 points et pointe à la 4e place, et le team BMW à 64 points. Donc rien n'est fait dans ce championnat d'endurance. Non, c'est sûr, jamais. Et dans la catégorie stock, c'est la Yamaha numéro 94 du team LH Racing qui remporte l'épreuve, devant la Yamaha numéro 18 du team sapeur-pompier CMS Motorsport. Et c'est encore une Yamaha qu'on trouve à la 3e place, la numéro 66 du team OG Motorsport by Sarrazin. Impressionnant cette victoire de BMW. Je sais pas si c'est leur première victoire en endurance. En tout cas, sur une course de 24 heures, j'ai pas souvenir. Super résultat, quoi. Ouais, c'est un super résultat pour BMW. Je suis bien d'accord avec toi, surtout que quand tu voyais le début de la course, tu pensais que c'était la CERT qui allait gagner. Ouais. Et finalement, ils ont connu la malchance de la casse et de la chute de Greg Black. À noter quand même que la course a été neutralisée pendant plus de 2 heures le dimanche matin en raison d'huile sur la piste provoquée par la rupture du moteur de la Yamaha du team Falcon et corrélée à la pluie qui s'est invitée à la course le dimanche. Un petit mot sur le circuit. Moi, j'ai trouvé super ce retour de la moto à Spa, magnifique. C'est magnifique. Ah oui, pour la moto, je trouvais que c'était comme pour la première, c'est magnifique quand tu voyais quand tu passer dans le rayon, la grande ligne droite d'après, c'était super. C'était vraiment. C'est un très très beau circuit. Et tu te dis putain, pourquoi ils font pas de la moto GP sur ce circuit? Écoute, ils y arrivent. Déjà, ils ont fait homologuer le circuit pour un retour en compétition. Donc potentiellement là, on a de l'endurance. Potentiellement, on aura du superbike. J'espère l'année prochaine. Non, c'est cette année? Non, peut-être l'année prochaine. Il n'y a pas de Superbike cette année, non. D'accord. Bon, j'espère dans les prochaines années Superbike, et puis on verra un circuit espagnol. On foutra la MotoGP en Belgique et à Spa, et on sera tous contents. Ouais. Et tu vois, quand tu dis ça, je me dis pourquoi ils n'ont pas remplacé la Finlande par Spa? Je crois que le Spa, il est pas encore homologué grade A. Il n'est pas grade A. Pour les circuits. Pour la MotoGP en tout cas. Pour la F1 il l'est, mais pas pour la MotoGP. C'est bizarre parce que si tu l'es pour la F1, vraiment tu devrais l'être pour toutes les courses. Mais c'est juste à cause, mais c'est juste à cause des dégagements. Y a pas besoin de dégagements pareils quand tu chutes à moto et en Formule 1, tu sais. Et même s'ils ont fait des travaux pour reculer certaines tribunes ou agrandir des bacs à sable, même en mangeant la forêt, je sais pas si c'est suffisant aujourd'hui. Après, c'est pas moi, j'espère revoir vraiment la MotoGP là-bas, quoi. C'est un circuit mythique du calendrier aussi, quoi. Oui, mais je trouve que c'était une très belle course. Je l'ai un peu regardé quand même à la télé. Et tu vois que c'était vraiment, c'était une belle course sur un très beau circuit. Voilà, ça avait, ça avait, je suis désolé, limite plus de gueule que 24 heures du Mans. Désolé pour les gens qui adorent cette épreuve, mais je trouve que le circuit est vraiment magnifique. Mais je suis d'accord, moi j'allais pas dire Bugatti, mais j'ai même que le Boulder. Paul Ricard, c'est sympa. Oui. Mais le dénivelé, Caspa, la forêt, tu vois, tout ça fait que ça donne un charme de fou, quoi.
Ouais, et puis c'est quand même une piste, tu vois, qui fait, sans dire de bêtises, 7 ou 8 km, donc tu vois, c'est quand même un grand tracé. Je trouve que ça a du charme, quoi. C'est plus esprit endurance, quoi, des longs tours plutôt que voilà, des tours sprint à la MotoGP. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et puis j'ai vu personne dire du mal de circuit, que ce soit les pilotes, les team managers non plus. Non. Parce que nous, on a un point de vue spectateur. Des fois, spectateur, c'est impressionnant, mais les pilotes disent c'est un circuit dangereux ou j'aime pas. Et là, non, tout le monde est assez unanime unanime pour dire que c'était un super week-end de course. C'est ça. Donc maintenant, ils vont aller au bol d'or. Non, il y a quoi, les 8 heures de Suzuka, cet été, ouais. Et puis après, il restera le bol d'or, je crois, et c'est tout pour cette année. 4 dates. Donc la course ouverte pour peut-être pas, je sais pas s'ils vont récupérer le CERT, mais en tout cas pour les places d'honneur, c'est assez resserré. Ouais, bien sûr. Voilà ce qu'il va dire sur la catégorie endurance. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Sachsenring, qui a lieu le 19 juin, un circuit que je déteste. Je dis pas ça souvent, mais j'aime pas du tout ce circuit. Je le trouve inintéressant. En plus, c'est toujours Marquez qui gagne. Je veux dire, si je mets Marquez, je mets Marquez gagnant, est-ce que je gagne une casquette c'est qui en pole? Bah, sauf que ça m'étonnerait qu'il court ce week-end. Là. Après, tu peux toujours essayer. On n'a jamais fait de casquette, d'ailleurs. On n'a jamais fait de vêtements en goodies. C'est une idée, tiens. Mais ouais, clairement, du coup, on aura un vainqueur différent pour une fois. Sans doute Fabio Quartararo, d'ailleurs. Je vais pas spoiler, mais si vous avez des petits sous à mettre à perdre, mettez-les sur Fabio, je pense. C'est vrai que c'est un petit tracé, donc bon, peut-être qu'il y aura moins de différence entre les motos. Et puis, vous pouvez nous retrouver en live pour discuter sur Twitter, @CQEP pod, sur le channel Discord, et puis sur Facebook également, on est présent. Et puis, si vous voulez discuter de quoi que ce soit, vous envoyez un petit message sur Messenger, et puis on y répondra, vous inquiétez pas. Et puis vous pouvez nous écouter bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et puis c'est tout, on va vous laisser là. Je te remercie beaucoup Stéphane de m'avoir accompagné ce soir. Merci à toi Pierre, et merci aux auditeurs de nous suivre et de nous écouter sur nos débriefs. Allez, à plus tard. Ciao. Salut.